Vous écoutez l'affaire Maddie McCann, deuxième partie. Les seuls endroits où les chiens ont marqué ont été dans l'appartement d'où a disparu la petite, sur les vêtements et autres objets dans l'appartement, dans le jardin de cet appartement, et également dans la voiture louée par les parents 25 jours après la disparition. Dans l'enquête sur la disparition de Maddie, l'intervention des chiens va complètement réorienter le travail des enquêteurs. Mais elle va aussi transformer le regard que porte l'opinion publique sur les McCann. Nous avons décidé de faire venir des chiens renifleurs. Il n'y en a pas au Portugal. Ces chiens sont dressés pour détecter l'odeur de cadavres et de sang humain. Dans les disparitions d'enfants comme Madeleine McCann, âgée de 3 ans, ceux qu'on suspecte en premier sont toujours ceux qui sont responsables de son éducation, les parents et leur entourage. Et donc, il a fallu les entendre, et c'est ce que nous avons fait. Tout d'un coup, on se dit, et si c'était eux, ceux qui étaient victimes, ceux qui étaient parfaits, ce beau couple Ken et Barbie, ceux qui parlent si bien, qui sont tellement éplorés et dont on partage la peine, c'est glaçant. Il faudrait notamment que les parents de Maddie aient caché la dépouille de leur fille pendant 25 jours, puisque la voiture a été louée 25 jours après. Et donc ça voudrait dire que pendant 25 jours, ils ont caché son corps où, quand, comment. Et là, à partir du moment où on commence à croire que potentiellement l'enquête pourrait se diriger vers eux, ça devient vertigineux. On n'est plus dans une affaire anglo-portugaise, on est dans un fait divers universel et avec une dimension tragique assez hors du commun. Tout à coup, la mère de Maddie est accusée d'avoir accidentellement tué sa fille. J'arrive, c'est vraiment une ambiance étonnante. Le siège de la police judiciaire donne sur une petite place. Lévi Fernandez, envoyé spécial pour l'AFP à Praia da Luz. Et vraiment, elle est noire de journalistes. Il y a des caméras partout, des cars régis, des journalistes de radio, de la presse écrite avec leur laptop sur les genoux. J'arrive devant ce commissariat de Portimao, qui est déjà assez étrange parce que c'est une façade en carrelage. Il y a une toute petite porte, on a l'impression que c'est l'entrée des artistes, qu'on arrive par derrière. C'est quand même assez glauque. Et ça fait déjà un peu tribunal populaire, c'est très étrange. C'est la guéguerre Portugal versus UK devant les portes d'un commissariat. Ce qui me frappe surtout, c'est en parlant avec les habitants de Praia da Luz, c'est leur ressenti par rapport à cette histoire. Et ils sont quasiment tous unanimement convaincus de la culpabilité des parents. En gros, on ne laisse pas ses enfants seuls quand on va dîner. Ça, c'est vraiment, pour les Portugais, c'est inenvisageable, impensable. Voilà, donc atmosphère très étrange dans ce village portugais. Chaque plateau télé a besoin de son centimètre de pelouse pour faire son plateau, avec des présentatrices vedettes qu'on a dépêchées là, avec leurs producteurs. Et là, on est dans les rues d'un village. Et c'est complètement fou, en fait, de voir que les studios télé, avec les cars régis, se sont déplacés devant chez les McCann. Et que quasiment, on peut plus faire un pas sans marcher sur un câble télé ou être dans le champ d'un direct. Au petit matin, on apprend qu'ils sont en train de partir. On saute dans nos baskets, on n'a pas le temps de se brosser les dents, on se retrouve là devant ce portail en bois de chez les McCann. Et là, on voit tout simplement Kate et Jerry et leurs jumeaux, Sean et Amélie, encore un peu groggy de sommeil parce qu'il est très tôt. On est là au pied du tarmac, quoi, sur le tarmac, au pied de l'avion quasiment. Nous, évidemment, derrière les grilles. Et entre-temps, les rédactions de plein de médias ont trouvé le numéro de l'avion. Et dans l'avion, il y a autant de journalistes que de passagers. Ça a tout l'air d'être une fuite. Et apparemment, Justine McGuinness, qui était leur conseillère en communication, s'était presque fâchée avec eux à ce sujet, parce qu'ils voulaient partir en catimini en pleine nuit. Et elle leur a dit non, ça c'est une grosse erreur de communication. Si vous n'avez rien à vous reprocher, il faut faire face à la presse. Ils étaient partis en vacances au Portugal à 5 et ils rentrent 4 mois plus tard à 4. Devant les caméras de télévision, le couple McCann explique que leur retour au pays s'est fait avec l'accord des autorités et qu'ils n'ont rien à voir avec la disparition de Maddie.
Donc les McCann sont rentrés chez eux en Angleterre. Et 1 mois après, c'est l'automne 2007, on est au mois d'octobre, arrivent enfin les résultats définitifs des analyses ADN des fameux chiens. En gros, quels sont les résultats définitifs de ces ADN trouvés à la fois dans l'appartement, sur le doudou de Maddie, sur les vêtements de sa mère, dans la voiture de location. Les résultats n'apportent aucune preuve concrète contre le couple McCann. Donc, tout l'argumentaire de la police portugaise disant que les McCann peuvent être jugés coupables avec ces preuves se dégonfle, ça fait complètement pchit. Tout ça s'écroule. Leur mise en examen paraît extrêmement fragile à ce stade et elle repose plus sur une construction intellectuelle de la police portugaise que sur des indices graves et concordants, en fait. Cela ne fait aucun doute que ce laboratoire anglais a fait l'objet de pression de la part des parents de la petite disparue. Ce résultat ne correspond pas aux informations que l'on avait obtenues au fil des jours, pendant que le rapport était réalisé. Pour le directeur d'enquête, Gonçalo Amaral, l'identification formelle des cheveux retrouvés dans la voiture des McCann aurait constitué la preuve irréfutable de leur culpabilité. Amaral est persuadé que le laboratoire n'a pas fait correctement son travail. Son obstination va lui coûter cher. Il est dessaisi de l'affaire. Le 2 octobre 2007, j'ai été écarté de la PJ de Portimao. C'était le jour de mon anniversaire. Ce que j'ai ressenti, c'était que la vie continuait, qu'il y avait d'autres investigations criminelles. Maddie a disparu depuis 1 an et 2 mois lorsque l'affaire est classée. Pour tenter de retrouver leur fille, les McCann se tournent alors vers des détectives privés. Mais cela ne donne rien. En 2011, finalement, ils obtiennent que la police britannique ouvre à nouveau le dossier. Les années passent. Maddie n'a toujours pas donné de nouvelles, évidemment. On ne trouve toujours pas sa trace. Et il y a un petit tournant quand même dans cette affaire, comme si l'affaire Maddie devenait une sorte d'affaire d'État. Scotland Yard a repris l'enquête à zéro et annonce qu'il y a des chances que Maddie soit encore vivante. Les enquêteurs ont identifié 195 pistes à explorer. On voit aussi que c'est très politique parce que c'est David Cameron qui a imposé la réouverture de cette enquête. On n'est pas du tout dans la thèse de la PJ portugaise, on est clairement sur l'enlèvement et on cherche un ravisseur. Je crois que 12 millions de livres ont été dépensés pour tout ce travail d'enquête extrêmement minutieux autour de l'affaire Maddie et ça ne donne rien. Les policiers britanniques n'ont pas fait mieux que les enquêteurs portugais. Et à nouveau, le dossier s'enlise. Maddie a disparu depuis 13 ans. Et voilà qu'en 2020, alors que l'affaire commence à sombrer dans l'oubli, un procureur allemand fait une déclaration retentissante. Un suspect a été identifié. Un ressortissant allemand de 43 ans est soupçonné d'avoir tué la fillette. La prise de position du procureur allemand... évidemment, totalement inattendu. Mais alors, totalement. Personne n'imaginait que cette histoire allait rebondir en Allemagne. Stupéfaction totale. Tout à coup, il parle vraiment de quelque chose de solide. Et nous, ici aussi, on essaye de voir avec les enquêteurs portugais ce qu'ils en pensent, etc. Alors, à chaque fois, on nous dit qu'ils ne parlent pas, que pour l'instant, eux, ils n'ont rien, que s'ils sont sollicités par leurs collègues allemands, ils coopéreront, mais que pour l'instant, voilà, de leur côté, ils n'ont rien à dire. L'Allemand Christian Bruckner, décrit comme un prédateur sexuel par les enquêteurs, aurait assassiné Maddie. Ses relevés téléphoniques montrent qu'il était dans les environs de Praia da Luz le soir de la disparition. Le casier judiciaire de Christian Bruckner comporte déjà 17 condamnations. Hélène Kohl, journaliste à Berlin, Europe 1. Dont des condamnations pour crimes sexuels contre des enfants. Christian Bruckner, il a un parcours criminel assez fourni.
On sait qu'il a été abandonné par ses parents, qu'il a été adopté, qu'il a très tôt fait des bêtises, que ses parents adoptifs l'ont confié à une institution, qu'il a été condamné très jeune pour agression sexuelle sur mineurs. Et on sait qu'il est parti au Portugal. Christian Bruckner part au Portugal dès 1995, donc c'est un tout jeune homme à ce moment-là. Et il va y vivre globalement jusqu'en 2007. On sait en fait qu'il vit essentiellement de petits cambriolages, de petits larcins, de petits trafics de drogue. Sur cette côte portugaise, il travaille dans quelques restaurants. Christian Bruckner, très peu de temps après la disparition de Mady, a quitté le Portugal pour revenir s'installer en Allemagne. Ce qui fait vraiment rebondir complètement l'affaire, c'est une émission de télévision qui existe depuis longtemps à la télévision allemande et qui se concentre sur les affaires non élucidées, avec notamment des appels à témoins. Il faut savoir que 40% des cas traités par cette émission trouvent leur issue grâce à l'aide des téléspectateurs allemands. Donc c'est vraiment un levier très important que compte utiliser à ce moment-là la justice et les enquêteurs allemands. Et là, il est à plusieurs reprises repéré par la police qui convoque par écrit Christian Bruckner. Et sur la convocation, il y a écrit « Vous êtes convoqué dans le cadre de l'enquête de la disparition de Mady ». Or, on pense que ça lui a permis, pendant quelques jours, entre le moment où il reçoit cette lettre et il se rend à la convocation, de faire peut-être disparaître quelques preuves. Et puis, il y a une deuxième partie d'enquête, puisqu'en fait, depuis 2013, il n'a jamais été totalement disculpé. Il y a des perquisitions à ses différents domiciles, et notamment dans ce hangar qu'il a acheté aux enchères, dans lequel il vivait avec ses chiens, dans un mobil-home. Et c'est sur ce terrain-là que la police a retrouvé 4 clés USB et 2 disques durs, avec plus de 8000 photos à caractère pédopornographique. Ce sont les policiers italiens de Milan qui l'ont arrêté définitivement. En fait, il avait été une première fois en prison en Allemagne, puis libéré grâce à une remise de peine. Et puis, il se trouvait dans le nord de l'Italie, mais les Allemands avaient émis un mandat d'arrêt européen. Et la police italienne lui a tendu un piège. Ils savaient qu'ils avaient besoin de refaire son passeport au consulat allemand de Milan. Et c'est là qu'ils lui ont mis le grappin dessus. Au mois de juillet, l'année dernière, à la toute fin du mois de juillet, la police allemande va retourner complètement le terrain d'un petit jardin ouvrier dans la région de Hanovre. C'est un terrain sur lequel Christian Bruckner a vécu un temps. On n'a absolument rien vu de ce qui s'y passait. Il y avait un drone de la police qui surveillait au-dessus pour pas que les journalistes essayent de prendre des images par le ciel. Ils vont soulever une dalle, découvrir une cave cachée. Mais c'est tout ce qu'on sait. Christian Bruckner conteste par la voix de ses avocats et pas du tout disposé à collaborer à ce stade avec les enquêteurs allemands. Encore une fois, on a l'impression que cette enquête est un peu maudite. Anne-Claire Danel, envoyée spéciale RTL. C'est qu'on a l'info sans avoir l'info. C'est-à-dire que ce procureur allemand, à la fois, il laisse très peu de doutes sur le fait que Mady est sûrement décédée, elle est sûrement morte. Et en même temps, il ne dit pas pourquoi, il ne dit pas quelle preuve il a. C'est une tactique aussi de la justice allemande. Le procureur le dit lui-même. Il ne veut absolument pas dire ce qu'il a déjà. Je ne veux pas que Christian Bruckner sache ce que nous avons contre lui, mais si vous aviez connaissance des éléments dont nous disposons, alors comme nous, vous penseriez que c'est lui le coupable. Mais il lui manque encore l'indice ultime qui permettra de le mettre en examen. En février 2023, on apprend qu'une jeune femme de 21 ans prétend être la fillette disparue depuis 17 ans. Les parents de la jeune Mady ont accepté de faire un test ADN pour savoir s'il s'agit ou non de leur fille. Mais les résultats montreront finalement qu'il ne s'agit pas d'elle. Alors, que s'est-il réellement passé ce 3 mai 2007 ? Quelle est la nature précise des preuves que détient la justice allemande ? Depuis le début de l'affaire, le monde entier attend de connaître enfin la vérité. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions.
Cet épisode a été écrit et réalisé par Fanny Germain. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Joanna Lalonde, avec la voix de Julie Drey.